Après le verbe place aux actes, le train de la révisitation du contrat chinois est désormais en marche, comme l'a souhaité le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres. Son directeur de cabinet a dirigé le premier réunion de ce processus. Et puis à l'international, le Gabon nourrit l'ambition d'augmenter considérablement sa capacité de production de l'énergie électrique. Le pays veut quitter le niveau actuel de production de 720 MW pour atteindre 1200 MW d'ici à 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné d'un invité qui répond au nom de Flory Moulimaza. Maître Flory Moulimaza, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler justement de la question sécuritaire à l'est du pays, mais aussi de la question qu'on parle peu de la justice pour toutes les atrocités que les Congolais subissent au nord, à l'est de la République. On va commencer par l'actualité. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilhem Nyembo Mouiza, a piloté à Kinshasa la première réunion du processus de révisitation du contrat signé en 2008 entre le gouvernement et le groupement des entreprises chinoises, contrat concernant les infrastructures contre les mines. 15 ans après la signature de cette convention, la partie congolaise dit vouloir corriger le déséquilibre dans le contrat dit du siècle. Patrick Ilunga. Première réunion a mis autour d'une table les officiels congolais, mais aussi les représentants de la GECAMINE et ceux de la SICOMINE, la joint venture sino-congolaise créée dans la foulée de la signature de la convention entre les deux parties. L'inspecteur général des finances est en première ligne pour corriger le déséquilibre entre l'État congolais et la partie chinoise. Selon Jules Lingueté, les entreprises chinoises ont déjà encaissé un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la République démocratique du Congo n'a bénéficié que de 822 millions de dollars en termes d'infrastructures. L'inspecteur général des finances explique le bien fondé de la révisitation. Il y a tout d'abord la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a exprimé maintes fois, et la dernière fois lors du Conseil des ministres du 17 mars, il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention. C'est-à-dire au vu des éléments de déséquilibre constatés que la partie congolaise est en train maintenant d'examiner, d'approfondir, on doit arriver à une révisitation. Et puis ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que la convention elle-même, l'accord, les contrats lui-même a prévu une révisitation lorsque l'une des parties estime qu'il y a des choses qui doivent être modifiées. Pour marquer l'intérêt et pour un meilleur suivi, Guilhem Nyembo Mouiza, directeur de cabinet du président. Il me rêve dans ce journal. Au Nord Kivu, la communauté d'Afrique de l'Est se félicite de l'occupation par les troupes burundaises de plusieurs localités. Après le retrait de rebelles du M23, les troupes burundaises ont pris le contrôle de Kiruba, Mushaki, Kibirizi dans le Massissi, et cela conformément à la décision du chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est prise à Addis Abeba et en février dernier. Nous allons revenir sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Comme je vous ai dit à l'entame de ce journal, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné d'un invité, Maître Flory Moulimaza. Rebonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes secrétaire général en charge de l'emploi et formation professionnelle au parti Burek, parti cher à Julien Paluku, à l'excellence Julien Paluku Kaongia. Vous êtes aussi maître avocat au barreau de Kinshasa à Matete. Avec vous justement, on va parler de cette question de l'Est. L'État congolais tient à mettre fin à cette guerre de l'Est imposée par le M23 qui, selon les rapports des experts de l'ONU, on parle du soutien du Rwanda. Mais la RDC veut finir avec cette guerre seulement sur la voie avec les combats diplomatiques. Quelle lecture faites-vous de l'action du gouvernement congolais, l'action diplomatique du gouvernement congolais pour mettre fin à cette guerre ? Voilà, nous ne pouvons que saluer d'abord les mesures que les gouvernements de la République démocratique du Congo ne cessent de prendre sur le plan diplomatique et sur le terrain pour endiguer cette situation de guerre à l'est de notre pays. Voilà, nous regardons avec un intérêt très particulier la situation de l'Est et actuellement nous saluons et encourageons nos forces armées sur le terrain parce qu'ils doivent
défendre la souveraineté de notre pays. Et actuellement, à travers ces brassages avec les armées de la sous-région, ensemble, nous allons vaincre ces Ça, c'est rebelles. un soutien, Oui, un oui, appui. c'est vraiment un appui. Donc, c'est aussi dans ce genre de moments que l'on reconnaît les bons amis. Les bons amis, les frères, comme on les dit. Donc, actuellement, lorsque nous voyons les pays de la sous-région nous rejoindre dans cette grande élite, nous ne pouvons que nous en satisfaire et encourager, féliciter les chefs de l'État à travers son gouvernement pour ces mesures diplomatiques, pour cette diplomatie agissante qu'il ne cesse de mener à travers les gouvernements. Il y a peu, nous avons vu le Conseil de sécurité débarquer ici au Congo pour se rendre compte, bien évidemment, de la question sécuritaire dans l'Est. Pas hier, mais le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est aussi ici à Kinshasa. Mais le gouvernement congolais, le président de la République l'a reçu, la délégation. Pensez-vous que le gouvernement congolais a encore quelque chose à attendre de la communauté internationale après tout ce que nous avons vu, presque 10 mois, mais rien ne change sur le terrain des opérations? Est-ce que le gouvernement congolais doit continuer à attendre quelque chose comme solution à cette guerre de l'Est? Oui, en fait, comme nous l'avons souvent dit, la solution à ces problèmes de l'Est ne viendra pas de l'extérieur. Mais il ne faut pas également exclure l'aspect diplomatique. Donc c'est comme ça qu'avec sagesse, je pense, les gouvernements de la République essayent de mettre suffisamment de moyens à la disposition de notre armée pour mettre fin à cette guerre, mais également sur le plan diplomatique, des tractations continuent. Actuellement, nous avons besoin des partenaires de bonne foi et nous estimons que la communauté internationale pourra cette fois-là également manifester sa bonne foi et son intérêt à l'égard de notre pays, notamment en dénonçant, en condamnant la participation du Rwanda à ces conflits à travers ces mouvements du M23. Voilà, en condamnant, comme vous avez dit, je vais revenir à vous, justement, pour poursuivre avec notre entretien. Mais nous allons poursuivre avec l'actualité. Campagne de sensibilisation sur les hyperguides et le cahier spécial du président de la République sur la lutte contre les antivaleurs à l'intention du personnel de la Direction générale des douanes et axis DGDA a atteint l'étape du Grand Katanga. Sur place, des sessions de formation ont été tenues à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, et à Lualaba par la coordination pour le changement de mentalité, CCM en sigle, et à la direction de la DGDA. Retour en image sur cette étape de la campagne. Suivez. Le Grand Katanga a pris l'engagement solennel d'accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, dans sa noble mission de mettre fin à la corruption et aux antivaleurs dans le secteur douanier, mot qui gangrène notre économie depuis des décennies. En 3 temps, les douaniers et autres opérateurs de l'industrie douanière viennent d'être sensibilisés dans cette partie de la République. D'abord à Lubumbashi, lors d'une mission conduite par le président du comité exécutif du projet Hyperguide et coordonnateur adjoint de la CCM, Jacques Kambala Chilombo. Il était accompagné du conseiller spécial du chef de l'État chargé des changements de mentalité et coordonnateur de la CCM, coordination pour le changement des mentalités, Jacques Kangoudia, ainsi que de madame, le directeur général de la DGDA, Blandine Kawanda. Des thématiques comme l'éthique des responsabilités, le patriotisme ont été abordées pendant les différentes sessions de formation. Une manière de continuer la campagne de lutte contre la corruption dans ce secteur. Une campagne qui, on le sait, initiée par le chef de l'État et lancée le 26 janvier par le même, représenté par son directeur de cabinet à Kinshasa. L'autre moment fort aura été la grande journée de mobilisation de tous les services de l'industrie douanière basée dans le Lualaba, y compris la Fédération des entreprises du Congo, fait qu'en sigle. À la sensibilisation a drainé du monde avec un contenu qui interpelle, le respect de l'éthique et l'engagement de servir la nation. C'est là une manière de vulgariser le cahier spécial du chef de l'État pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans ce secteur déterminant pour les caisses de l'État. Retour à Lubumbashi où une parade a eu lieu en présence de madame le directeur général de la DGDA, Blandine Kawanda, qui s'est impliquée de manière exemplaire dans cette campagne qui veut simplement dire tolérance zéro de corruption dans le secteur douanier congolais. Tous les formés au civisme douanier ont reçu des brevets devenant à leur tour formateurs. Ce n'est que le début d'une longue campagne qui va s'étendre sur d'autres régions de la République démocratique du Congo.
On va rester dans le Grand Katanga, cette fois-ci seulement dans la province du Haut-Katanga, où Jambo Market, le grand supermarché de la capitale que préfère, donc Lubumbashi, a pris feu depuis les petites heures de ce jeudi 23 mars à la suite d'un incendie déclaré la nuit. Les sapeurs-pompiers ont été appelés d'urgence pour éteindre le feu, mais hélas, d'énormes dégâts matériels sont quand même enregistrés. Commentaire d'Idoni Bonali. Jambo Market, les plus grands supermarchés de la capitale qui préfèrent, situé au numéro 528 de l'avenue Mamaemo, dans la commune de Lubumbashi, a pris feu depuis les petites heures de ce jeudi 23 mars, à la suite d'un incendie déclaré la nuit. Les sapeurs-pompiers ont été appelés d'urgence pour éteindre les feux, mais sans succès. Comme on peut le constater sur ces images amateurs, une grande partie du bâtiment avait déjà été consumée vers 4 heures du matin par les feux dont l'origine reste encore inconnue. Grande surface de référence de R+4 étages, située en plein centre-ville de Lubumbashi, on y trouvait des articles variés, un peu de tout, alimentation, meubles, vêtements, chaussures, de grandes marques, pâtisseries, cosmétiques, parfumerie, bricolage, appareils électroménagers. Aujourd'hui c'est Jambo, hier c'était l'IAC, toujours dans les chefs-lieux de la province du Haut-Katanga. À plus de 2000 km à Kinshasa, la capitale, on assiste au même scénario. Des incendies de supermarchés ci et là, sans occasionner mort d'homme. Comment expliquer cela? Une simple coïncidence? Une épidémie d'incendie ou un sabotage? La perte du fisc congolais ou soit une panne d'électricité? Des questions qui trouveront certainement des réponses après l'enquête de la police criminelle. Voilà, on va quitter le Haut-Katanga pour aller en Ituri où le programme de développement local de 145 territoires se poursuit sans désemparés. 4 mois après, depuis le début de l'érection des infrastructures sociales de base dans le secteur de Bahema Sud, les taux d'exécution physique s'évaluent déjà à plus de 70%. Il s'agit de la structure sanitaire de Niakeru, de l'école primaire et du centre de santé de Bogoro. Suivez. La stabilisation de la situation sécuritaire dans les territoires du Roumont, dans le secteur de Bahema Sud, galvanise le programme de développement local de 145 territoires. En Ituri, en cette période de l'état des sièges, sous le commandement du lieutenant-général le Boyanka Chamadjouni, où les forces armées pacifient lentement et sûrement la province de l'Ituri. Place à la construction des infrastructures sociales de base, notamment le centre de santé et les écoles dans le cadre de ces vastes projets initiés par le chef de l'État qui se poursuit sans désemparer au village Bogoro dans les Bahema Sud. Toussaint Batomike, ingénieur à pied d'œuvre du bien-être bien vivre, là est le responsable de ce 3 sites, promet la réception technique de ces ouvrages pour le mois d'avril. Ceux qui continuent à rêver, qui continuent de rêver, parce que comme vous le voyez bien, ce n'est pas une utopie, mais c'est tout à fait une réalité. Ces ouvrages que nous personnellement, moi personnellement, j'appelle affectueusement mes enfants. Bientôt là, ils vont naître. Comme vous le voyez bien, ça évolue à un bon rythme. Ce n'est pas question de se fixer des idées ou quoi que ce soit. Voilà, les ouvrages sont là. Le PDL 545T vient lutter contre le chômage tout en occupant plusieurs et leur accordant une opportunité d'emploi. Grâce à ces programmes, j'ai reçu une opportunité d'emploi. Je suis fournisseur de matériaux de construction au sein des différents sites. Plusieurs aussi comme moi ont reçu cette opportunité. Nous encourageons les autorités de continuer dans cette lancée. Au vu de l'évolution des travaux sur terrain, l'érection de la structure sanitaire de Niakeru, l'école primaire et le centre de santé de Bogoro, les bénéficiaires ne cessent de louer cette volonté politique du chef de l'État qui est celle d'améliorer les cadres de vie des populations. Nous nous réjouissons ardemment pour l'avancement des travaux sur terrain. Nous voulons que ce travail aille jusqu'à sa finalité. Rappelons que tout ceci s'est inscrit dans le cadre de la mission de suivi d'état d'avancement de travaux sur terrain par les bureaux centraux de coordination BESICO, partenaire de mise en œuvre du PDL 545T en Ituri. Voilà, Ituri, est du pays, insécurité. Je reviens à vous, Maître Flori Moulimaza. Nous étions en train de parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. Mais je veux un peu aller dans un autre volet. On parle beaucoup de la situation sécuritaire, volet diplomatique, volet communicationnel, volet médiatique, volet même politique, avec les processus politiques qui sont ouverts partout. Mais on fait de moins en moins cas
à la situation de la justice, parce qu'on ne va quand même pas se leurrer, ce sont là des crimes qui se font au niveau de l'Est du pays, mais quand même nous voyons des efforts surtout sur le plan de la justice transitionnelle qui sont faits par le gouvernement, bien qu'il y ait encore beaucoup à faire. Bon, on veut d'abord savoir, vous êtes avocat, qu'est-ce qu'on peut entendre par justice transitionnelle? Voilà, en fait, une justice transitionnelle, il s'agit là de l'ensemble des mécanismes qui met en place un État pour faire face à des crimes graves commis sur son territoire. La particularité de la justice transitionnelle est que dans une justice transitionnelle, il n'y a pas de juges. Okay. Voilà. Il n'y a pas de juges, il n'y a pas de police comme telle. Vous comprenez? C'est un environnement où toutes les parties prenantes, les victimes, l'État lui-même au premier lieu, ils se mettent ensemble pour voir comment passer à autre chose. Vous comprenez? Après avoir subi des exactions, après avoir vécu des moments durs et difficiles, comment ils peuvent passer à autre chose. Donc, ils sont en train de revivre la partie sombre de l'histoire. Donc, si je vous comprends bien, il n'y aura pas de sanctions, il n'y voilà. aura pas de contraintes. Il est vrai, pendant ces mécanismes-là, vous allez également définir les responsables de ces massacres. Vous définissez les responsables, vous définissez les responsables et déterminez également les responsabilités de tout un chacun. Comme ça, chacun, lorsqu'on déterminera les responsabilités de toutes les parties, c'est comme ça qu'on va déterminer également comment les mal que vous avez commis, comment ça peut être réparé. Comment ça peut être réparé. Mais ça peut être également par voie judiciaire, notamment en sanctionnant les auteurs sur le plan pénal proprement dit. Mais il faudrait également relever une chose, que la justice transitionnelle n'exclut pas la justice au sens strict. C'est-à-dire que les auteurs des faits soient déférés devant les juridictions compétentes. Et d'ailleurs, nous estimons que sur ces points-là, la justice congolaise continue à bien faire son travail parce qu'il y a plusieurs auteurs des crimes internationaux, notamment les crimes de guerre, les crimes de génocide en République démocratique du Congo qui sont poursuivis. Les cas même les plus récents et patents, c'est le cas de l'honorable Monachuchu. Nous estimons que tous les autres tireurs des ficelles de cette situation, de cette guerre de l'Est, seront également arrêtés dans les jours qui suivent. Le seul message que nous tous, patriotes, nous pouvons lancer également à la population d'une manière générale, aux autorités tant politiques que militaires, est que vous devez abandonner cette voie-là, la voie de la rébellion. Les armes, il faudra abandonner les armes. Ensemble, mettons-nous sur une table et réfléchissons sur les changements, sur les développements de notre pays. Tel est même l'esprit de la justice transitionnelle. Est-ce qu'en RDC, c'est possible qu'un jour, qu'on puisse revivre tous les massacres que nous avons connus dans ce pays, toutes ces atrocités que les Congolais ont connues dans ce pays? Surtout, vous savez que nous avons aujourd'hui un problème avec cette agression rwandaise. Est-ce qu'un jour, on peut s'asseoir et se regarder en face avec un pays comme le Rwanda et se dire des vérités? Et pourquoi pas parler aussi des réparations? Oui, en fait, ce sont des hypothèses qui ne peuvent pas être exclues. Parce qu'en politique et en diplomatie, tout est possible. Il est vrai que l'idée de la justice transitionnelle, la République démocratique du Congo a eu à le connaître. Je pense que sous la constitution des transitions, pendant la transition, cette idée-là a été largement évoquée. Il y a eu même des colloques où les experts, les parties prenantes, d'une manière générale, la classe politique, ils ont eu à prendre part à ces activités qui avaient débouché également par l'idée de la création de la commission Vérité et Réconciliation. Il y a même une loi qui a été promulguée à cette époque-là, je crois que c'était en 2002, qui a été promulguée pour essayer de mettre sur pied cette institution qui sera justement chargée d'identifier les responsables de ces actions qui a connu la République démocratique du Congo, particulièrement la population de la partie est du pays. C'est également dans cette optique-là, après avoir
y à parcourir, analyser cette partie sombre de notre histoire et qu'on semble maintenant, qu'on essaie de réfléchir maintenant sur comment nous pouvons essayer de faire avancer les choses en abandonnant cette voie-là de la guerre. Il est vrai qu'après, cette résolution-là n'a pas vraiment eu de résultats escomptés, quoique vous êtes sans doute, vous êtes sans doute informé également qu'à cette période-là, il y a eu la participation pratiquement de toutes les parties aux élections qui ont eu lieu en 2006. C'était sur base de tous ces travaux-là que nous avons eu à déboucher à ces élections-là où il y a eu des groupes rebelles comme les MLC et les autres qui ont eu abandonné les armes. C'était principalement dans ces cadres-là. Voilà, ma dernière question serait de savoir, peut-être, nous sommes dans une situation, comme je l'ai dit ici, il est connu que l'agresseur est connu, Oui. les experts de l'ONU l'ont affirmé. Est-ce qu'un jour, de manière générale, on peut assister à une justice contre, par exemple, les auteurs? Une justice à la CPI, au Congo, partout, même aux instances judiciaires de l'Union africaine? Oui, effectivement, parce que vous savez, actuellement, le gouvernement congolais a pratiquement saisi toutes les instances internationales pour essayer de décrier et de condamner, de dénoncer les actes et des actions du Rwanda. Donc nous pensons que dans les jours qui viennent, même au niveau de la Cour internationale, de justice, tout ça, ces faits-là pourront être portés devant cette haute Cour Donc internationale. Si on porte, C'est toujours possible, oui, c'est toujours possible. Mais vous savez également, la justice internationale, c'est efficace, mais ça demande également la participation, non seulement de l'État qui acquise, mais également de l'autre État qui est acquis. Donc nous estimons et nous espérons principalement que le grand travail doit être fait à l'interne, notamment nos institutions. Si on arrêtait, comme actuellement on arrête des complices de ces actes-là, de ces rebelles, il faudra les arrêter, les déférer devant nos institutions parce que les textes de loi existent. Les textes des lois existent et il faudra les appliquer avec toute rigueur, avec toute la rigueur possible pour que les personnes qui aspirent à s'hasarder, à revenir sur ces terrains-là, puissent également être dissuadées. Merci beaucoup pour votre participation, maître Flory Moulemaza. Je rappelle que vous êtes maître avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Vous êtes aussi secrétaire général en charge de l'emploi et formation professionnelle au sein secrétaire national voilà, chargé de l'emploi et formation professionnelle au sein du parti Burek. Burek, Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On va poursuivre avec l'actualité. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Le Gabon prévoit d'augmenter sa capacité de production d'électricité de plus de 60% à l'horizon 2024. Ceci devrait porter la capacité de production actuelle de l'électricité du pays de 725 MW à 1200 MW au cours de la dite période. L'ambition a été révélée le 20 mars par le ministre de la Promotion des investissements dans le Yabouk Gabon 2022-2023. Suivez nos amis d'Africa 24. Le Gabon ambitionne d'augmenter de 63%, soit 475 MW, sa capacité de production d'électricité, en vue d'améliorer le taux d'électrification. Le pays souhaite ainsi porter sa capacité de production de l'électricité de 725 MW actuellement à 1200 MW d'ici 2024. L'objectif, selon le ministère de la Promotion des investissements, est de répondre à la demande projetée à environ 1039 MW, tout en privilégiant l'énergie hydraulique et solaire, dont le potentiel pour le pays d'Afrique centrale est estimé entre 5 000 et 6 000 MW. Avec ce projet, 80% de l'énergie consommée au Gabon proviendra d'une source renouvelable et moins coûteuse. Un réseau national intégré alimentera les différentes zones du pays en suivant le tracé des grands corridors d'infrastructures. Avec ce nouveau projet d'électrification, plusieurs centrales hydroélectriques et solaires devraient voir le jour au Gabon, même si dans la plupart des cas, les travaux de construction n'ont pas encore démarré. Il s'agit notamment du barrage de Ngoulmendjim.
de 73 MW dans l'estuaire, des barrages des chutes de l'Impératrice de 80 MW et de Dibouamgi de 30 MW d'Alangounié, du barrage de Kingele Aval de 35 MW et de la centrale solaire de Mouila de 20 MW. Le Gabon a fait le choix de l'énergie renouvelable à travers 5 projets de barrages hydroélectriques. Et quand on connaît la richesse hydraulique de ce pays, on n'est pas totalement étonné de ce choix. En 2023, elle ne réussira pas à fournir les 5 barrages dont elle a besoin et elle risque de se retrouver dans une situation où la production d'électricité sera inférieure aux besoins du pays, ce qui va entraîner des délestages. Alors, pour éviter cette situation-là, il faudrait déjà qu'elle reprenne en main la construction de ces différents barrages. Selon Asok Energy, la société chargée de construire, gérer et exploiter le barrage de Ngulmenjim, les travaux devraient démarrer d'ici avril 2023. Un contrat d'achat d'énergie a été signé le 14 mars 2023 entre le Gabon et la compagnie de développement des énergies renouvelables en vue de l'aménagement du barrage des chutes de l'Impératrice. Les travaux du barrage de Kingele Aval, de la centrale solaire de Mouila et des 8 centrales solaires hybrides ont démarré respectivement en 2022, 2021 et 2020 selon les autorités. On va quitter le Gabon pour le Ghana, où les importations d'huile de palme sont attendues à 400 000 tonnes en 2022-2023. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans son dernier rapport sur la filière oléagineuse dans l'ex-Gold Coast. Ce volume anticipé serait en hausse de 54% comparativement au stock enregistré un an plus tôt, soit 260 000 tonnes. Jojo Moulamba. Selon les départements américains de l'agriculture, la hausse des achats sur le marché mondial est liée à une production qui sera moindre alors que la consommation sera plus importante que l'année précédente. Dans le détail, l'offre devrait se contracter de 9% à 300 000 tonnes du fait d'une baisse des rendements de palmiers. Cette situation est liée à une fertilisation inadéquate de palmiers dans un contexte de hausse de coûts d'engrais ainsi qu'à la sécheresse. De son côté, la consommation est prévue pour progresser légèrement à 510 000 tonnes du fait de la demande alimentaire qui compte pour près de 90% de l'utilisation domestique. Globalement, l'essentiel des achats du Ghana devrait s'effectuer auprès de la Côte d'Ivoire, le premier producteur de la denrée en Afrique de l'Ouest. D'ordinaire, l'ex-Gold Coast absorbe chaque année 15% des expéditions totales de la nation éburnéenne. Dans ces pays de Kwame Nkrumah, la culture du palmier à huile s'effectue sur plus de 380 000 hectares. Le pays est le troisième producteur africain d'huile de palme derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, vient de lancer une opération de titrisation de 150 milliards de francs CFA. Cet outil va permettre à l'institution financière basée à Lomé au Togo d'améliorer la contribution du secteur financier au plan national de développement, entre autres, d'aider à augmenter le bilan des banques locales. Edouard Funda. 150 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'opération de titrisation lancée par la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il s'agit d'un mécanisme qui lui permettrait de transformer des prêts souverains qu'elle a octroyés à ses États membres en titres négociables sur les marchés financiers régionaux. La levée des fonds qui a débuté le lundi 20 mars va se poursuivre jusqu'au 3 avril 2023. À travers cette titrisation, la BOAD pourra lever des ressources supplémentaires sans recourir à l'endettement. L'opération devrait permettre à l'institution des finances en partie son programme stratégique d'investissement qui s'étend de 2021 à 2025, de 2021 à 2025. Celui-ci cible prioritairement la création d'emplois, la production d'eau potable et de riz, la construction des routes, le PIB des États, la production d'énergie et la réduction des émissions de CO2. Au reste, 554 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe nécessaire pour renforcer le capital de la BOAD dans le cadre de son opération de mobilisation d'un financement total de 5 milliards d'euros sur la période 2021-2025 pour dérouler sa feuille de route. Place à la revue de presse.
Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans la revue de presse. Le journal Paris dans la ville, c'est jeudi 23 mars 2023, sont plus revenus sur la visite de l'ex-président français Nicolas Sarkozy à Kinshasa, mais aussi sur la loi Tchani. D'abord, la prospérité qui titre à sa manchette, Sarkozy, aucune mission officielle de médiation à l'agenda. Selon le journal, de folles rumeurs sur l'arrivée de l'ancien président Nicolas Sarkozy ont embrassé la toile hier mercredi en fin de soirée. Mais c'était sans compter avec le démenti de la présidence de la République qui a immédiatement réagi à cette information confirmée qui du reste par Africa Intelligence. La porte-parole du chef de l'État Tina Salama explique que la venue de l'ancien président français n'est aucunement à l'initiative du président de la République démocratique du Congo avant de préciser qu'il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confié à Nicolas Sarkozy. Autour du forum des As de préciser, Tshisekedi Kagame, pas de médiation Sarkozy, précise la présidence. Pour l'auteur, l'ancien président français Nicolas Sarkozy séjourne à Kinshasa depuis hier, mercredi 22 mars. Annoncé comme médiateur entre Fachi et Kagame, l'ancien président français ne vient pas offrir ses bons offices, demande la porte-parole du président congolais. Dans la même optique, l'avenir titre « Sarkozy, pas pour les dialogues entre Fachi et Kagame ». Réagissant au magazine Africa Intelligence, Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République, parle de deux fausses allégations qui méritent de correction. Selon elle, la venue en air des Congo de l'ancien président français n'est aucunement à l'initiative du président de la République. Pour ce qui est de la loi Tchani, le phare titre « Loi Tchani ». Énième et suspecte agitation. La classe politique congolaise, notamment la frange regroupant des acteurs politiques qui revendiquent leur appartenance à l'opposition, est de nouveau prise d'une énième et suspecte agitation après l'inscription sur la grille des matières de la session en cours de l'Assemblée nationale de la loi Tchani du nom d'un candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, poursuit les tabloïds. Pour sa part, la prospérité titre Noël Tchani. Halte à la confusion, nous sommes pour l'unité nationale. En effet, le président de la Force du Changement, Noël Tchani, précise que sa proposition va, contrairement à ce que d'aucuns professent, renforcer la cohésion nationale et l'unité du Congolais qui plus est, et elle va combattre le tribalisme et attiser la flamme du patriotisme dans le chef de l'ensemble du peuple congolais. Fin de cette revue de presse, au revoir. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, on va rappeler les différents titres. Après le verbe, place aux actes. Le train de la revisitation du contrat chinois est désormais en marche, comme l'a décidé le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres. Son directeur de cabinet a dirigé la première réunion de ce processus. Et puis le Gabon nourrit l'ambition d'augmenter considérablement sa capacité de production de l'énergie électrique. Le pays veut quitter le niveau actuel de production de 725 MW pour atteindre 1200 MW d'ici 2024. C'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur Géopolice Télévision et surtout prenez rendez-vous avec votre émission Chemin Critique à 21h. Willy Kalinga il va recevoir bien évidemment le docteur Lou Yeye, l'un des meilleurs pneumologues qui évolue en Europe, mais il a décidé désormais de partager son expérience ici en République démocratique Congo. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Au revoir.